say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Elle fait partie des 10 auteurs les plus lus en France. 6 romans à succès en à peine 10 ans. Aurélie Valognes a décidé de poser ses valises dans notre région. Voilà maintenant 3 ans. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors on reviendra sur votre nouvelle vie dinardaise, vos coups de cœur artistiques et votre parcours avant de prendre la plume. Et ce matin, vous êtes entouré d'un ami, Antoine Bertrand, musicien. Bonjour. Bonjour. On a voulu aussi vous faire 2 petits clins d'œil avec ces 2 belles personnes. En la qualité de Caroline Le Tourneau, praticienne en psychologie positive, et Amélie Aumet, responsable du patrimoine à Dinard. Merci à tous les 4 d'être avec nous ce matin. Alors Aurélie Valognes, la Bretagne, vous ne l'avez pas découvert il y a 3 ans à Dinard. Non, Non. je l'ai découverte petite, avec ma famille. Chaque été, on est en Bretagne. Mon papa est né à Granville, mais il a toute sa famille qui était autour de Rennes. Et chaque été, on passait beaucoup nos vacances à Erquy, à Saint-Cas. Donc, je connais très bien. Est-ce qu'il y a une image qui vous vient en tête quand vous pensez la Bretagne, vous, petite? Moi, petite, je sais pas. Moi, je vois un sourire, les goûters, Avec 4 une petite heures. bouée autour du cou aussi? Oh mon Dieu. Oui, j'étais équipée. Ouais. Oui, bah effectivement, c'était quand même le bonheur. Hein. J'étais heureuse. Ouais. Ça sonnait comme l'heure des vacances, la parenthèse enchantée qu'on attendait toute l'année? Alors moi, j'adorais l'école quand même, J'avoue que j'ai toujours aimé l'école, mais c'est vrai que la plage, il y avait les cousines, on se retrouvait, mon petit frère, c'était que du bonheur. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous auriez pu rencontrer votre mari il y a 30 ans en Bretagne. C'est assez dingue. Bah, on s'est rendu compte de ça. On allait chaque été à Erquy, tous les deux. Certainement les mêmes plages, les mêmes gaufres. Et au final, pas du tout. On ne s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés à Reims pour nos études. Donc, aucun rapport. Mais donc, depuis, ça explique pourquoi on a posé nos valises ensemble en Bretagne. Alors, aujourd'hui, c'est aussi à Dinard que vous écrivez cette nouvelle page de votre histoire. Vous dites souvent, Dinard, votre havre de paix. Oui. Comment le choix de Dinard s'est imposé à vous? C'était un coup de cœur. Vraiment, je passe tous mes étés en Bretagne, Côte-Nord. On a une maison familiale du côté de mon mari, pas très très loin. Et à chaque fois, j'essayais de trouver une excuse pour aller à Dinard. En disant « Ah, c'est trop bête, il y a telle exposition ». Et vraiment, c'est quand on se trouve à sa place, qu'on en a plein les yeux. Voilà, le petit cœur de centre-ville que je trouve dingue. Le goût pour l'art, les galeries. Enfin, j'ai trouvé ma ville de cœur, je pense. Et c'est aussi grâce à un téléphone portable. Oui, c'est vrai, mais vous connaissez vraiment bien. Donc, effectivement, c'est ma belle-sœur qui avait oublié son téléphone portable chez Didier Merrill. Ouais. Et nous, on était pas loin dans la maison familiale et elle était assez inquiète. Et je fais, ne t'inquiète pas, je vais te le chercher. Et j'y suis allée, je l'ai récupéré. On a fait une balade le long de la promenade du Clair de Lune. Et puis, rapidement, je dis un jour, j'en ai marre, ce soit toujours les mêmes chanceux. J'aimerais bien être chanceuse aussi et avoir un petit bout de Dinard. Voilà, pour m'émerveiller tous les matins. J'emmène mes enfants, je passe devant la mer, c'est sublime. Enfin, Et justement, vous dites souvent aussi que vous adorez déambuler dans la ville. Il ressemble à quoi le quotidien d'Aurélie Valognes? Elle aime aller où? Alors, le quotidien, effectivement, je me lève tous les matins, on dépose les enfants à l'école. Avec mon mari, on prend un petit café en terrasse à Dinard, donc sur la petite place, avec tous les Dinardais qui ont à peu près les mêmes horaires que nous. Et ensuite, je me pose soit sur un banc, soit dans un café. J'aime beaucoup aussi le Royal Emeraude, le Castelbrac notamment, que j'adore aussi pour aller écrire. Et voilà, je reste jusqu'à peu près 16h avec soit mon ordi, soit un carnet. Et après 16h, je replie bagages et je vais chercher les enfants. Antoine Bertrand, vous aussi, vous n'êtes pas originaire de Dinard, mais vous avez aussi décidé de vous y installer. Oui, tout à fait. C'est pas la même histoire qu'Aurélie, j'imagine? Depuis 2019, non, il n'y a pas de téléphone dans l'histoire. C'est pas un téléphone qui m'a amené à Dinard. Non, c'est ma belle famille qui a une maison à Saint-Lunaire, à côté. Et donc, on y allait avec ma copine, qui est maintenant ma femme, et nos 2 enfants maintenant, tous les étés et à chaque vacances. Et au bout de 5 étés qu'on devait retourner à Paris, on s'est dit, mais pourquoi pas vivre ici et tenter un changement de vie avec nos 2 enfants et on ne regrette pas. J'imagine, Amélie Aumet, qu'à Dinard, il y a un petit peu ces profils de personnes qui décident d'écrire une nouvelle page
C'est un site Ah oui, balnéaire. tout à fait. Des musiciens, écrivains. Et puis ça a marqué aussi l'histoire locale. On a eu de très célèbres artistes qui ont séjourné à Dinard. Ne de très dites pas célèbres tout parce écrivains, qu'on en saura écrivaines plus dans quelques instants. Et il y a un lieu aussi, un café office de votre bureau, c'est l'hôtel Castelbrac et sa vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. Vous y avez écrit d'ailleurs 2 romans, on y reviendra. Et c'est là-bas que nous retrouvons Evan. J'adore commencer la semaine comme ça, dans un hôtel aussi génial que le Castelbrac. On va vous faire la visite, vous allez comprendre pourquoi Aurélie, vous aimez tant venir ici. Caterina, vous êtes réceptionniste ici et Tout à fait. dès qu'on vient passer un séjour ici, vous prenez du temps avec vos convives pour leur faire un petit tour du propriétaire. Oui. En général, ça dure 20 minutes, là ça va en durer 3, mais en tout cas la visite elle commence ici. Oui, tout à fait, dans la partie la plus ancienne de l'hôtel, donc la Villa Bric-à-Brac, qui a été construite en 1860. Et jusqu'aux années 1930, c'était une résidence secondaire pour les familles anglaises qui ont séjourné ici. Et alors, Et oui, oui, justement, c'est ce qui donne peut-être ce côté britannique dans l'architecture de tout à l'hôtel. fait. C'est son deuxième propriétaire, surtout Lord Hamilton, qui l'a un peu aussi castelisé, comme on aime bien dire, parce qu'il était d'origine écossaise. Donc, il a fait des modifications sur l'aspect extérieur et intérieur également. Et ça donne l'impression d'un château perdu sur les falaises. Bon, on va vous emmener dans une autre salle juste à côté. En attendant, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que ça s'appelle Castelbrac, d'où vient ce nom? Donc nous, on a fait un mélange entre le nom d'origine que Hamilton lui a donné, la Villa Bric-à-Brac, parce qu'elle est biscornue, pleine de petits couloirs, et le mot castel pour le château écossais, donc c'est un mélange des deux. D'accord, comme ça, voilà, on saura pourquoi le Castelbrac Voilà. s'appelle ainsi. Alors, ce salon, le salon Charcot, il témoigne d'une autre époque Tout du à bâtiment. C'est à partir des années 1930 que le Musée national de l'histoire naturelle achète la villa et qu'il projette un grand agrandissement avec le bâtiment de l'aquarium. Et il s'y installe pour ouverture au public avec aquarium et salle d'exposition. Et il y avait des requins dans les aquariums? Non, c'était vraiment petit. C'était très innovant dans les années 1930 parce que c'était un des premiers aquariums ouverts en France. Mais vers la fin de service, c'était un peu obsolète et vieux parce que c'était vraiment des petits aquariums que maintenant on a tous l'habitude d'avoir chez nous. Oui, donc rien de très sensationnel. Non, pas vraiment, non. Et Et- je pense que dans les années 30, c'était sensationnel quand même. Ouais. Et donc, c'est ce qui a mené peut-être à la fermeture du musée? Oui, tout à fait. C'était vraiment dépassé, surtout avec les concurrences Aquarium de Saint-Malo qui était en construction. Donc vraiment, Bon, il reste des quand même encore structures. un pingouin, il y a un vestige. Un manchot, attention. un manchot. Parce que c'est un clin d'œil au commandant Charcot qui a fait ses expéditions en Antarctique. Donc, Et la suite alors du coup de ce bâtiment, il se transforme en hôtel à partir de 2015? Tout à fait. Déjà, notre propriétaire l'achète en 2010, donc il y avait des gros travaux de rénovation. Et à partir de 2015, on est ouvert en tant qu'hôtel 5 étoiles. Oui, tout à fait. Alors, tenez, on va se mettre un petit peu Oui. là pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent profiter de De la la vue. belle Je ne sais vue. pas si on voit la vue à la caméra. Maintenant, un hôtel donc 5 étoiles, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut vivre quand on vient ici? Donc, au centre de l'hôtel, on a 24 chambres de différentes catégories, avec ou sans terrasse. Et on y profite, on est vraiment un petit cocoon familial pour se reposer, pour se ressourcer au son des vagues. On a également un spa à disposition de nos convives, donc pour profiter de bons massages, soins visage. Un spa, un restaurant Ouais. étoilé, une piscine, Tout à fait. et tout puis ça. surtout un super accueil. On essaye, oui. Bon, on est très bien accueillis ici, c'est peut-être pour ça qu'on va y passer un peu de temps. Justement, on va se retrouver dans quelques instants avec le chef du restaurant étoilé du Castelbrac qui, j'espère bien, nous donnera tous vos petits péchés mignons, Aurélie. On va essayer d'en savoir plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et d'ailleurs, c'est sous ce petit manchot que Evan a confondu avec un pingouin Oui. que vous écrivez. Exactement, j'ai choisi cet emplacement-là qui est vraiment avec la vue mer extraordinaire où je relève la tête de mon ordinateur, je vois la marée qui a changé et c'est un panorama extraordinaire vraiment dans Dinard, ce qui fait qu'effectivement pour 2 romans, j'y ai lu domicile toutes mes journées et ils m'ont toléré. Et justement, vous écrivez depuis à peine 10 ans au rythme presque d'un bouquin par an. C'est un par an, ça fait 7 ans que j'écris. Ouais, 7 au total. Le dernier Tourbillon de la vie qui est sorti en mars 2021, il faut quand même une sacrée discipline pour tenir un tel rythme.
C'est effectivement une discipline, après c'est un envie, c'est moi qui veux vraiment pouvoir imaginer ces personnages et ces histoires chaque année, donc je m'organise en fonction, j'adore voilà, ce changement de vie. Avant j'avais une vie plus commerciale où je menais un peu tout de front pour les 3 premiers romans, et maintenant c'est une liberté incroyable que de pouvoir écrire, choisir ces histoires et puis avoir les lecteurs qui derrière sont au rendez-vous, et les rencontres en salon notamment et en librairie sont toujours... me touche au cœur et me donne encore plus envie de repartir pour un roman de plus. C'est comme si vous rattrapiez le temps. Parce que pour la petite histoire, vous avez mis du temps à vous lancer. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a empêché Oh là là, ces années. plein de choses. Là, il y a un livre qui vient de sortir sur les transfuges de classe qui retrace un peu le parcours qui est le mien et ma maman. Et même elle a une petite phrase dedans qui dit mais si elle m'avait dit qu'elle voulait être écrivain, je lui aurais dit mais c'est pas un métier, ma fille. Et donc je me le suis interdit parce que c'est trop aléatoire. On n'est pas sûr de pouvoir boucler le mois, de pouvoir manger, de payer son loyer. Donc j'avais la chance d'avoir un cerveau bien fait et de pouvoir faire des études qui me garantiraient d'avoir un métier voilà, où on gagne bien et on a une sécurité. Et donc pendant plus de 10 ans, je ne me le suis pas autorisée parce que j'avais aucune idée si j'avais le moindre talent. Et pourtant, vous l'aviez dit quand même à votre grand-mère quand vous étiez petite. C'est vrai. Elle m'a offert mon premier livre. Chez nous, on n'avait pas de bibliothèque. On allait à la bibliothèque municipale. Et elle m'avait offert l'Histoire sans fin quand j'étais en CP. Et pour la remercier, j'avais écrit une petite carte et je lui avais dit ça y est, mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain. À l'époque, je disais écrivain, maintenant je dis écrivaine. Mais c'était une révélation. Je trouve ça tellement incroyable de pouvoir procurer des émotions tellement vraies, alors que l'histoire est fausse et qu'on invente tout. Et j'avais trouvé ma place de cœur. Et quel a été le moment Alors j'ai eu plusieurs déclics. Déclics. Le côté pratique, mon mari a été muté de Paris vers Milan, donc j'ai dû démissionner pour le suivre. Donc j'ai eu devant moi à peu près 6 mois où je parlais pas la langue, donc avant de retrouver un travail, c'était compliqué. Et en parallèle, j'ai une cousine de mon âge qui a fait une maladie très très grave et ça s'est pas bien fini. Et je faisais des cauchemars récurrents où je voyais ma tombe et c'était écrit Aurélie Vallogne, écrivain. Et ça sortait vraiment de nulle part. Et donc je me suis dit, bon, bah, apparemment, c'était un rêve de petite fille. Tu vas t'y mettre, tu as 6 mois et dans une vie, c'est extraordinaire d'avoir un temps pour soi. J'ai mis mon fils à la crèche et tous les jours, pendant 6 mois, j'ai écrit tous les matins Mémé dans les orties. Et ouais, Mémé dans les orties, qui s'est vendu à 1 million, plus d'1 million d'exemplaires traduits dans 15 langues. Vous êtes d'ailleurs régulièrement en contact avec vos lecteurs. Vous laissez votre adresse personnelle à la fin de chaque livre. Quels sont leurs retours ? Leurs retours, ils vont droit au cœur. C'est toujours, je me prends des bouffées d'amour. Ils me racontent comment le livre est rentré dans leur vie. Ils me disent merci, que ça leur a fait du bien, que ça a été une bulle de fraîcheur. Certains m'expliquent aussi qu'ils ont mieux compris certains proches. J'ai un de mes livres où il y a une maman qui abandonne son enfant et ça a été par exemple le cas d'un des lecteurs et qui m'expliquait mais ça y est, j'ai compris ses raisons en fait. En lisant votre livre, je me suis dit, c'est pas juste ma mère, c'est une femme. Et à l'époque, elle n'a pas pu faire autrement. Et donc non, à chaque fois, je me prends des tranches de vie pleines d'émotions. Et le matin, quand je me lève et je vois une dizaine d'emails, je sais que ça ne sera pas anodin, léger toujours. Et les gens se livrent et partagent. C'est très émouvant. Caroline Le Tourneau, alors vous aussi, vous avez parcouru les romans d'Aurélie Vallogne. Qu'est-ce qui vous a frappé dans son œuvre ? Alors, ce qui m'a frappée, c'est que finalement, les romans d'Aurélie sont extrêmement empreints de psychologie positive. Oui. Alors, sans pour autant tomber dans un feel-good, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à une heure où on a tendance à mettre du positif à tout va, il faut être positif, et ça devient presque une tyrannie du bonheur. Mais justement, ce qui est vraiment empreint à la psychologie positive, c'est que dans vos bouquins, on est dans la vraie vie. Oui. On est dans la vraie vie avec ses adversités, mais on a aussi une multitude de thèmes qu'on retrouve et qui est étudiée par la psychologie positive, qui s'intéresse au fonctionnement optimal de l'être humain. Et dedans, on va retrouver des notions d'optimisme, de résilience. Par exemple, avec Né sous une bonne étoile, on voit l'effet Pygmalion, qui est une prophétie auto-réalisatrice où finalement on essaye de correspondre aux attentes de l'autorité et puis quand on a un mauvais regard, les personnes vont peut-être se mettre en condition d'échec simplement parce qu'on ne croit pas en eux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'enseignement. Et tous ces domaines-là sont étudiés par la psychologie positive. Donc ce que j'aime vraiment dans ces bouquins, c'est que c'est de la psychologie positive, mais bien dosée. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment finalement d'être animé par ces notions de résilience, d'optimisme quand vous écrivez vos livres? Vous y pensez en écrivant? Moi, c'est sûr que je ne pense pas à tout ça en écrivant. C'est-à-dire que moi, je pars du réel, je pars d'une situation qui m'a vraiment touchée
touchée, blessée à titre personnel, j'essaye de me dire mon stylo va être une baguette magique. C'est-à-dire que la vraie vie, on ne peut pas vraiment la changer, mais dans un livre, si on peut montrer une manière plus généreuse ou plus solidaire de résoudre un petit tracas du quotidien, ça va être un de mes moteurs. Et donc effectivement, On est sous une bonne étoile parle d'échecs scolaires. Ça, je l'ai vécu, touché, pas à titre personnel, mais autour de moi très très fort. Et j'avais envie de montrer qu'il ne tient qu'à nous et à chacun d'entre nous de tendre la main à un gamin pour qu'il change sa perception de lui-même. Donc c'est vrai qu'on m'a fait la remarque récemment aussi que dans tous mes livres, il y avait ce thème de la résilience et je m'en étais pas rendu compte. Et vous êtes optimiste et résilient dans la vraie vie? Alors, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'adversité. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi, je la vois pas. C'est comme l'échec. On me dit, c'est quoi vos grands échecs? En fait, quand ça marche pas, je tente autre chose. Mais je me dis jamais, je m'arrête pas dessus en me disant que c'est un échec. Et par contre, l'optimisme, je pense que je le suis Elle est optimiste, naturellement. Antoine. Oui, je crois qu'il... Oui, dans la plupart du temps, oui. Alors, on a tendance aussi, et vous le disiez tout à l'heure, Caroline Le Tourneau, on vous classe dans la catégorie feel good. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous agace Moi, j'aime aucune case. Pour la simple et bonne raison que là, j'ai écrit le 8e roman, je vais certainement en écrire encore une 30aine de plus, ils seront toujours différents les uns des autres. Et donc, je ne veux pas qu'un lecteur puisse être déçu s'il s'attendait à exploser de rire, et puis c'est pas ce que je lui propose. Donc en fait, moi j'écris de la littérature, il y a des bons livres et des mauvais livres, j'essaye d'en faire des bons, mais à chaque fois j'emmène sur un domaine complètement différent. Donc c'est pour ça que l'étiquette feel good, je m'y retrouve pas du tout. Je ne sais même pas quels pourraient être les confrères et consoeurs derrière du feel good. C'est une étiquette qui vient de je ne sais où, peut-être du cinéma, mais qui, moi, je ne m'y retrouve pas. C'est comme la psychologie positive, elle a cette étiquette aussi parfois de monde de bisounours. Exactement, c'est-à-dire qu'après, je dirais que dans Feel Good, c'est le fait que ce sont des livres qui font du bien. Voilà. Et ils font du Là, bien, oui. ça, c'est indéniable. Et en fait, j'attends ça de toute la littérature. Pas juste forcément une catégorie où on mettrait que des écrivaines, plutôt moins de, je sais pas, 45 ans. Enfin, Et c'est aussi la simplicité aussi des histoires, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a tous pu voir, vivre, c'est le entendre, quotidien vécu. plus que la simplicité, je pense. C'est du vrai quotidien, mais je ne sais même pas s'il y a une définition qui a été faite pour feel good, pour savoir ce qui va dedans ou pas. Et de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de journalistes se rendent compte que c'est une étiquette qui ne marche pas bien, qui ne colle à personne, parce que d'un seul coup, ça va être une histoire d'amour, mais il n'y a jamais d'histoire d'amour. Ça va être sur du développement personnel, ce n'est jamais du développement personnel. C'est comédie, Né sous une bonne étoile, et puis Au petit bonheur à chance, c'est pas vraiment des comédies, Le tourbillon non plus. Donc il n'y a aucune étiquette qui irait sur un... J'ai envie de dire un écrivain, une écrivaine ou un artiste, parce qu'on est libre de pouvoir changer de fusil d'épaule à chaque roman. Alors pour finir, Caroline Le Tourneau, quelle est votre définition finalement de la psychologie positive? Alors la psychologie positive, c'est une des branches de la psychologie. En fait, jusqu'aux années 2000, il y avait 95% des études qui étaient faites sur les sentiments d'impuissance, la dépression et les difficultés. Et à partir de 2000, on s'est intéressé à l'épanouissement de l'être humain. Qu'est-ce qui pouvait faire qu'un être humain se développe en coexistant avec toutes les adversités, mais quelles étaient ses ressources et de quelle manière il pouvait grandir. Et la psychologie positive, en fait, la définition, c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal de l'être humain. Voilà, tout simplement. Vous connaissez un petit peu la psychologie positive ou pas J'en ai Aurélie entendu Valaille parler, mais alors après, j'aurais été incapable de dire 3 mots. Et ça vous plaît en tout cas dans la philosophie? Alors, j'ai comme l'impression que c'est quand même pas forcément un choix. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec sa façon d'être, et que moi, naturellement, je vois toujours le verre plus que... à moitié plein, mais je le vois qu'on peut encore le remplir. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Il y en a, vraiment, ils se lèvent le matin et ils voient le verre qui est en train de se vider. Donc, c'est là où je vois une différence de personnalité. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse forcément appliquer à tout le monde la psychologie positive, mais c'est des mécanismes, à mon avis, qui s'apprennent ou qu'on a déjà. Et en tous les cas... Un débat que vous aurez à la fin de cette émission, je pense. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan dans l'un de vos lieux emblématiques et préférés à Dinard, l'hôtel Castelbrac. C'est à toi, Evan. Eh bien, l'hôtel est en phase de devenir, moi aussi, mon lieu préféré de Bretagne. Mais bon, je vous laisse quand même, Aurélie. Je suis en compagnie de Julien. Bonjour, Julien. Bonjour. Vous êtes le chef étoilé du restaurant Pourquoi pas, ici, au sein du Castelbrac. Alors, on ne peut pas être dans la salle du restaurant parce qu'il est 9h15 et que tout le monde est au petit-déj, donc on ne va pas leur braquer la caméra dessus. Mais c'est pas grave, vous avez plein de choses à nous raconter. Et déjà, à commencer par quelle histoire vous racontez dans votre cuisine? Alors, ce qu'on essaye de transmettre à travers la cuisine, c'est par rapport à l'emplacement, c'est tous les produits de la mer, c'est une cuisine marine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, ce midi à la carte?
Ce midi, on a du bouquet de chausset, on a du homard, on a du lieu jaune, on a du thon rouge. Voilà, on travaille sur des poissons locaux. Voilà, on travaille au maximum avec les pêcheurs du coin. Et alors, vous avez eu l'étoile en 2019. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un impératif pour un hôtel de ce standing d'avoir un restaurant étoilé? Alors, c'était pas un impératif pour nous, mais c'est vrai que ça a été un vrai plus notamment sur le carnet de réservation. Ça amène beaucoup de réservations. Ouais. Et ça vous dans la gestion quotidienne du restaurant, ça vous complexifie la tâche ou ça vous la simplifie au contraire? Finalement, ça simplifie parce que voilà, maintenant le restaurant est complet midi et soir quasiment toute l'année, donc il n'y a plus de gestion à avoir. On sait que vous savez voilà, qu'il on arrive. fait 50, 60 couverts par jour. Et voilà, on sait que c'est comme ça, quoi. Et vous avez combien de personnes dans votre brigade? Alors selon la saison, on est entre 8 et 12, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé ici? Alors moi, je suis originaire de Dinan, donc à 20 minutes d'ici. Et voilà, après avoir fait ma formation sur Dinan, j'ai travaillé sur Saint-Malo, Rennes, dans de belles maisons étoilées. Après, je suis parti en Polynésie, dans un relais château, pendant 2 ans. Et après ça, j'ai fait la Côte d'Azur, la Provence, pendant 4-5 ans, avant de remonter à Deauville, de me rapprocher de la Bretagne. Oui, petit à petit. Et je cherchais une place de chef à ce moment-là. Et voilà, il se trouve que j'avais entendu parler du projet du Castelbrac. Et la Bretagne, c'est la meilleure des régions dans laquelle vous avez travaillé? Voilà, Évidemment. la boucle est bouclée. Moi, si on vous a emmené à nouveau dans le salon Charcot où on était tout à l'heure, c'est parce que c'est un lieu qui tient très à cœur à Aurélie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses habitudes? Oui, moi je la croise souvent à cette place en général, avec son ordinateur, un café ou un thé. Je m'assois. Alors, à votre place, Aurélie, vous m'excuserez. Donc elle vient ici pour écrire. Oui, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange pas au restaurant? Souvent, elle prend un petit déjeuner. Et puis, de temps en temps, elle mange au restaurant ou directement au bar. Mais voilà, en général, elle est sur son ordinateur, quoi. Bon, un petit déjeuner face à la mer, c'est quand même inspirant. Tellement qu'on vous avait préparé votre café, Aurélie, mais vu que vous n'êtes pas là, c'est dommage. Il va refroidir. Vous m'en voudrez pas, hein, je vais le boire à votre place. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Alors, ça fait maintenant 3 ans que vous vivez à Dinard. Est-ce que ça a été facile de se créer un nouveau cercle d'amis quand on arrive et que quelque part, on est aussi un peu célèbre? Alors, célébrité, vraiment, c'est même pas un point quand on est écrivain, on n'est pas célèbre du tout. Enfin, franchement, le matin, je dépose mes enfants, j'ai la même tête que tout le monde et voilà, on a les mêmes préoccupations, donc ça, c'est pas du tout. Par contre, quand on arrive dans un nouvel endroit, oui, c'est pas qu'on cherche des amis, mais on se rend compte tout de suite, tiens, lui, il a l'air plus sympa, lui, oui. Et puis, rapide, ça se fait naturellement. Donc, effectivement, l'école, elle aide pas mal parce qu'on se retrouve entre parents et on peut discuter, affinités. Et puis, vraiment, ça s'est fait très naturellement. Donc, François, l'aquarelliste, Antoine, mon ami avec qui on fait de la musique, j'ai plein d'autres amis. Comment vous êtes rencontrés? On veut en savoir plus. Ah là là. Alors, on s'est rencontrés, en fait c'est très, très particulier parce que moi je donnais des cours de musique et on s'est rencontrés parce qu'Aurélie a un fils avec lequel pour qui je donne des cours de piano. Et en écoutant ce que je faisais avant, parce que je lui ai dit, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Clint Eastgone. Elle a écouté et elle est venue me voir en me disant, mais écoute, c'est super, c'est quoi la suite? Je lui ai dit, écoute, je me suis arrêtée depuis quand même 2 ans parce que j'ai eu des enfants et c'est pas facile d'écrire et de continuer à faire de la musique. Et puis elle m'a proposé de bosser avec moi mes textes en français. Et j'ai dit, banco, on y va. Et depuis, on n'arrête pas. Alors nous, on ne comprend pas tout parce que vous êtes quand même écrivain et la passion du chant, c'est quelque chose... Ça se maîtrise pas. Aurélie la chanteuse, on ne connaît pas, nous. Non, mais en fait, voilà, c'est de l'intime, je chantonne toute la journée, c'est peut-être pour ça aussi que je me sens régulièrement plutôt de bonne humeur. Et voilà, j'ai besoin de musique, de son, même quand j'écris, Castelbrac, s'ils ne mettent pas une petite musique, il manque, là, je m'entends écrire, j'ai l'angoisse qui monte, pardon. Donc oui, la musique est hyper importante dans ma vie et c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la musique d'Antoine. Ça nous a accompagnés sur des trajets en voiture, à l'aller, au retour, en boucle. La famille n'en pouvait plus. Mais donc, effectivement, j'étais vraiment touchée par la musique d'Antoine. Et ça, voilà, j'ai toujours chantonné. J'ai jamais su si je savais vraiment chanter juste ou pas. Je faisais de la guitare, je m'accompagnais toute seule dans ma chambre, j'ai appris seule. Et puis, avec Antoine, ça a été une rencontre où je me suis lâchée et puis un peu plus découverte aussi. Et comment vos univers se rejoignent?
En fait, quand j'ai proposé à Aurélie de regarder mes textes, au départ, c'était parce que j'avais plein de thèmes que je n'osais pas aborder en anglais, parce qu'avant, je faisais en anglais. Et j'ai profité de la plume d'Aurélie et son regard pour lui exposer des thèmes que j'avais, dont les victimes d'attentats du 13 novembre, la solitude, le manque de confiance, etc. Et aussi la paternité, enfin, des thèmes plus positifs, plus joyeux. Et c'est là qu'on s'est retrouvés, parce que c'est des thèmes sensibles, et je pense qu'Aurélie était touchée par ces thèmes-là, et on a développé ensemble cet univers. Puis c'est vrai qu'il y avait une magie la première fois qu'on a commencé à chanter ensemble, de se dire on prend sa voix, on prend la mienne, et puis ça crée une troisième voix. D'un seul coup, on se dit c'est dingue, il se passe quelque chose. Donc là, je survends. Et voilà, c'est le moment. C'est le J'ai moment, hyper parce que nos peur. téléspectateurs, ils nous écoutent parler, mais maintenant, je pense qu'ils ont envie de vous entendre chanter. Donc C'est soyez à vous. indulgents, s'il vous plaît. C'est la première fois que, voilà, d'habitude, ça se passe dans le cadre Dans un café. dans une petite pièce fermée. Ok. Ça s'appelle Ce qui reste. Ce qui reste par la pensée manque de précieuseté et peuple les espaces enfouis du cœur. Ceux qui reviennent à bout de bras portent ceux qui ne le sont pas et partagent toutes nos moissons de rêves. Et leurs heures sont doublées des ondes de ceux qui ne sont plus de ce monde. Et leurs yeux soutiennent sans phare tous ceux dont ils portent le regard. Merci beaucoup. On avait envie Merci à d'écouter encore et encore. Je sais pas vous, mais moi si. Eh bien, la suite au prochain épisode. D'ailleurs, la suite, c'est quoi pour vous? Vas-y, je Eh te bien, cette chanson et 3 autres font partie d'un EP qui va sortir, je ne sais pas quand, mais qui est en cours de production. Et j'espère qu'il va sortir avant 2022. Donc voilà, on est dessus. Voilà, on est dessus. Faire un clip, tout ça, c'est un peu nouveau. Donc, Voilà. et en même temps, enfin, l'idée, voilà, pour moi, c'était prendre du plaisir, utiliser ma voix comme je n'avais jamais fait, une belle collaboration avec Antoine, Voilà. une grande fierté de me dire que cette EP va exister. Et au début, c'était que dans nos rêves, Ouais. dans ta tête. Et puis maintenant, vraiment, on arrive au bout du processus. Donc, beaucoup d'excitation. Et à C'est quand ça. le concert à Dinard, on Oula. peut espérer? Eh bien, nous Maybe attendons un one coup de day. fil de la culture. Attends, mais on connaît beaucoup de monde. Nous organisons des concerts à la Villa Les Roches-Brunes. Ah, ça voilà, peut c'est être le cool. moment de Oh là prendre Cadre contact, je exceptionnel pour une musique exceptionnelle. crois. Ça, c'est bien Ça dit. pourrait être cool. Alors, je crois Eh que le ben, morceau, il s'appelle Ceux qui restent. Oui. Oui. Alors, il y a ceux qui restent et ceux qui n'ont pas pu être là. Ah oui. Il y a un autre ami qui a voulu vous adresser un message. Il s'appelle François Rabard. Vous le connaissez, on l'écoute. Salut Aurélie, eh bien, je m'excuse vraiment sincèrement de ne pas pouvoir être avec toi aujourd'hui. Si on devait te définir, je pense qu'on pourrait commencer par la gentillesse et aussi par le talent, parce que je pense que tu fais partie des grands talents de l'écriture. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si tu as su conquérir un grand nombre de lecteurs depuis tes débuts, et je pense que c'est un doux euphémisme de dire ça. Tu joues avec les mots avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de délicatesse, et j'ai d'ailleurs pu m'en apercevoir lorsque tu as gentiment accepté d'écrire la préface de mon dernier recueil de dessins. Alors je pense qu'aussi, si on devait te définir, on pourrait ajouter l'humour. Je pense que c'est un trait très important chez toi et que j'apprécie beaucoup. Je t'embrasse malgré tout et on se reparle très vite pour avancer sur notre bel album. À bientôt, ciao.
Voilà pour Ah, cet c'est trop hommage cool. de François Ravard qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. J'étais et qui très n'a pas triste, pu. ouais, parce Ouais. que vraiment François et Antoine, c'est mes deux coups de cœur d'Inardet, des artistes. Et voilà, on voit les dessins sublimes de François. Aquarelliste, hein. Et il a une belle galerie dans Dinard. Et c'est vrai que voilà, lui et moi, on s'est un peu trouvés aussi. C'était une évidence, un gros coup de cœur. Et on a eu envie de travailler ensemble. Et on travaille ensemble aujourd'hui. Parce que vous allez proposer dans Oui. quelques semaines Oui, dans quelques... un album jeunesse. Ouais, même une série d'albums jeunesse. Donc là, on voit effectivement les dessins de François et c'est un plaisir énorme de pouvoir faire des petits traits d'humour. J'adore ces dessins. Et c'est vraiment nos moments de distraction, de récréation. On se fait plaisir, on retrouve à la fois mon univers et mon texte, par le texte, et son univers à lui. Qu'on adore, avec ce trait très simple qui nous rappelle des moments un peu intemporels de vie. Oui, c'est des moments géniaux, donc ça arrive très très vite. Où est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça ? En écoutant ça, je me dis, mais comment elle fait ? Alors, je vais dire la vérité, ce projet avec François est né en 2020, juste avant le confinement. Donc, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dessus. Donc là, d'un seul coup, on l'annonce, mais on a eu le temps d'amener nos petites billes au fur et à mesure. Avec Antoine, ça fait 1 an. On a l'impression que ça fait même plus longtemps, mais en fait, non. Donc voilà, tout avance petit à petit. Ouais. Alors, on voulait aussi vous faire un autre petit clin d'œil, parce que d'autres écrivains sont passés par cette petite cité balnéaire qui est Dinard. On va parler d'abord d'une femme, Amélie Omet. Tout à fait. Alors, une de nos plus célèbres écrivaines, donc Judith Gauthier, la fille de Théophile Gauthier. Je ne sais pas si vous connaissez sa maison. Elle habitait auprès aux oiseaux, donc à Dinard. Il y avait une vie littéraire et intellectuelle très intense, notamment dans le quartier de Saint-Énogat, où l'éditeur de Victor Hugo, Albert Lacroix, a créé un village, entre guillemets, un quartier balnéaire dédié donc aux artistes, aux grands penseurs de l'époque, aux écrivains. Et donc, Judith Gauthier est une grande figure de Dinard. On la surnommait donc la princesse orientale, puisqu'elle a participé à introduire en France, en fait, toute la littérature chinoise, indienne, etc. C'était une excentrique aussi, qui recevait dans ses salons littéraires à Dinard ses amis, les plus grands écrivains de l'époque. Et il y en a un autre qui a séjourné, alors il a écrit des œuvres mythiques autour du voyage. Est-ce que vous avez une idée, Aurélie? Non. Moi, je crois que je vois sa du maison. monde, l'île mystérieuse. Du coup, là, je commence à voir. Alors C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a une école à Jules son nom. Verne. Jules Verne a séjourné à Dinard aussi. Oui, alors plus précisément à Saint-Lunaire, donc à la Fourberie, et c'était aussi un grand navigateur. Il pratiquait le yachting, donc il est venu plusieurs fois aussi naviguer en baie de Dinard, et donc il faisait partie de ces nombreux écrivains qui ont fréquenté la station balnéaire. Et il y a aussi des artistes qui se sont inspirés des paysages dinardais. Oui. Alors, je vais parler du plus célèbre, donc Pablo Picasso. Donc, Dinard est une ville d'art et d'histoire. Donc, Pablo Picasso a fait 2 séjours à Dinard. Le premier en 1922. Il est arrivé un peu contraint à Dinard. Son fils Polo avait une santé fragile. Les médecins de l'époque avaient préconisé en fait un séjour iodé sur la côte bretonne. Et on dit souvent qu'en fait Picasso a été à Dinard et aux Baigneuses ce que Gauguin fut aux Bretonnes à Pont-Aven. Merci beaucoup Amélie Omet pour ce petit éclairage historique. Alors beaucoup de choses encore à découvrir à Dinard, vous ne le direz pas le contraire. D'ailleurs on retourne à l'hôtel Castelbrac où nous attend Evan. Ce qui fait le charme aussi du Castelbrac, c'est son âme, ce supplément d'âme, comme vous dites. Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'établissement depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par supplément d'âme ici ? Alors le supplément d'âme pour nous, c'est tout simplement lié à cette fameuse chapelle Saint-Gabriel que je vais vous inviter à découvrir. Liane et Lidwine Bucaille, qui sont les propriétaires de cet hôtel, ont fait le choix dès le départ de construire cette chapelle au cœur de l'hôtel. Alors bien sûr, le supplément d'âme, la chapelle en fait partie, mais pas que. Nous, en tant que collaborateurs, moi-même en tant que directrice, on doit en fait apporter nos valeurs et les mettre en place auprès de nos collaborateurs et surtout avec nos convives. Et quelles sont-elles, ces valeurs ? Je vous laisse fermer la porte parce qu'il y a un courant d'air, figurez-vous.
Alors, nos valeurs tournent avant tout sur l'hospitalité. C'est très important pour nous d'accueillir nos convives avec bienveillance, générosité, empathie. On crée un fil conducteur dès leur arrivée jusqu'à leur départ. Elle est vraiment magique cette chapelle, en plus avec vue sur mer. Vous pouvez nous la décrire un petit peu? Alors dans cette chapelle, on invite les convives de l'hôtel à venir se recueillir, mais pas que. En fait, cette chapelle est ouverte à tout public. Elle est ouverte à toute religion également. On invite les gens à se recueillir, à prier, à venir déposer des souhaits dans notre arbre à souhaits. Ah oui, alors on ira le voir tout à l'heure, cet arbre à souhait. Mais je vais me pousser pour pas me... parlons un petit peu de vos valeurs, justement, parce que vous y mettez un point d'honneur aussi dans le recrutement de vos collaborateurs. Oui, effectivement. C'est important pour moi, en fait, de me faire accompagner par des collaborateurs qui partagent ces valeurs, donc autour de la bienveillance, la générosité. Ça passe aussi par une façon d'être, une façon d'accueillir les convives d'une manière assez simple. Même si on est dans un 5 étoiles, on casse un peu les codes. Il n'y a pas de costard-cravate ici. Il n'y a pas de costard-cravate. Il faut que les collaborateurs se sentent bien, se sentent eux-mêmes pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et alors aussi pour les personnes qui viennent loger ici, vous prenez du temps avec chacun de vos hôtes pour leur faire un tour de l'hôtel. Ça, c'est quand même super. Oui, c'est vrai qu'en fait, cet hôtel a quelque chose. Il y a une âme, d'où le supplément d'âme. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire qu'on souhaite partager, véhiculer auprès de nos convives. Donc, on prend 10 minutes, voire un quart d'heure pour vraiment faire le tour de l'hôtel avec eux et notamment leur faire découvrir cette chapelle qui a toujours cet effet waouh quand ils la découvrent puisqu'elle a été construite vraiment au cours des rénovations. Rapidement, l'arbre à souhait, comment ça fonctionne? Alors l'arbre à souhait, c'est très simple. On met des petits mots pour les convives et on les invite à mettre des souhaits. Il faut savoir que tous ces petits papiers dans lesquels regorge plein de souhaits, on les donne à une communauté, la communauté des Camélites de Tressin, qui les intègre en fait dans leurs prières. Oui, j'imagine que ce supplément d'âme, c'est aussi ce qui inspire des artistes comme vous, Aurélie. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle visite. Merci. Moi, je pense que je vais rester ici jusqu'à demain parce qu'on est vraiment trop bien au Castelbrac. Allez, à toi, Infante. Merci beaucoup, Evan, et à demain. Aurélie Vallogne, quand vous prenez du recul, vous regardez le chemin parcouru, c'était comme si votre vie ressemblait à un roman. Est-ce que c'est une réflexion qui vous a déjà traversé l'esprit ? Je me dis tous les jours que j'ai énormément de chance. Je n'aurais jamais pu imaginer cette vie-là. J'aurais même pas osé. Je suis très superstitieuse. Donc moi, je vais peut-être rêver un tout petit bout, mais jamais tout ça. Donc moi, je pense que ma seule ambition, c'était d'écrire mon roman. Le roman de ma vie, il a été écrit, c'était le premier. Et je ne voulais même pas d'un éditeur. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une chance dingue de pouvoir vivre de sa passion, de me sentir heureuse à ma place. J'ai trouvé mon utilité sociale, je crois, dans la société. Mais oui, ça ressemble un peu à une vie romanesque. J'espère que la fin sera bien. Et dans cette vie romanesque, est-ce que les deux personnages clés, ce seraient votre mère et votre grand-mère? Ah là là, m'en venez pas là-dessus. Je pourrais pleurer. Oui. Elles sont importantes pour vous. Oui. J'ai essayé d'écrire un roman cette année, j'y arrive pas. Il faut que je laisse poser de côté un roman sur la relation mère-fille, qui est, je pense, une des choses les plus fortes, et mère-enfant en règle générale, qui puisse exister. Et puis ma grand-mère et les grands-parents qui reviennent dans quasiment tous mes romans, et j'essaye de pas les mettre, mais ils m'ont tellement donné, tellement apporté. J'étais qu'une gamine, et ils me parlaient comme à une adulte, ils me donnaient une force et une confiance en moi que j'ai encore en sac à dos aujourd'hui. Donc ça fait partie des deux femmes plus que féministes, elles le sont sans savoir, un peu comme le bourgeois gentilhomme. Et oui, c'est des boussoles dans ma vie. Et des modèles aussi. Et des modèles, oui. Après 3 ans de vie quotidienne à Dinard, petite question, parce qu'on est un peu chauvin dans cette émission, est-ce que vous vous sentez bretonne? Moi, je me sens bretonne, mais j'ai toujours peur que les Bretons me disent pas du tout, tu ne l'es pas. Mais moi, j'hyperventile dès que je change d'endroit, dès que je me rapproche de la Côte d'Azur. Je me dis, mais c'est pas ma place, je me sens pas bien. L'Atlantique, c'est pas ma plage, c'est pas bien orienté. Même la Bretagne Sud, c'est pas chez moi. Ouais. Je me sens vraiment, j'ai trouvé ma place. Ouais. C'est une évidence. Si je peux, je cherche parfois où je vais être enterrée. Enfin, vraiment,
mon cœur bat plus fort à Dinard. Et comment on pourrait caractériser, il nous reste 30 secondes, l'esprit breton? L'esprit breton, c'est un esprit de liberté, avec un sacré tempérament, des caractères, des rêves, et on va au bout de nos rêves, je pense. Je pense que vous êtes tous d'accord avec elle, ou pas? Belle définition. Merci beaucoup, Merci en tout cas, à vous. Aurélie Vallet, d'être venue sur notre plateau. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Et en fait, on a une petite coutume dans cette émission, c'est l'heure de la petite photo de famille. Ah oui. Ouais. Parce que vous intégrez la famille, vous êtes formidable, la famille bretonne. Nous, en tout cas, on vous accepte. Merci. Et puis, merci à ceux qui nous ont regardés ce matin. Et puis, je vous dis à demain. C'est parti? Oui. Petit sourire. Antoine, vous pouvez aller. Parce que c'est deux néo-bretons. Dance for me, dance for me, dance for me. Super. Super, merci. Merci à vous. Anybody do the things you do Merci Amélie, merci Caroline. before. Dance for me, dance for me, dance for me.